Un match de Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain a une domination outrageuse mais une inefficacité crasse, j'ai vraiment l'impression d'être retourné à la même période l'année dernière avant que Paris prenne son plein potentiel en Ligue des Champions. Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris pour le journal du jour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 janvier, nous allons évoquer le match du Paris Saint-Germain qui a été relativement triste, une défaite face au Sporting. Nous parlons également du carton d'Arsenal face à l'Inter, une très belle prestation. J'exagère quand même en disant carton, parce qu'un carton, on en a eu un vrai, celui du Real Madrid face à Monaco, et on peut dire que nos clubs français font grise mine. On parlera de l'avenir de Kang In Lee et de Timber du côté de l'Olympique de Marseille. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le PSG, c'est les méchants dans OSS 117. Ils tirent partout, tout le temps. Il y a une pluie de tirs, mais finalement rien n'atteint la cible. Le truc, c'est que dans OSS 117, ça fait partie de l'élément comique du film. C'est fait exprès, sauf que pour le Paris Saint-Germain, j'ai pas trop envie de rire et j'ai l'impression qu'on est retourné à la situation d'inefficacité qui nous a fait tant peur au début de la campagne de Ligue des Champions de l'année dernière, en espérant que ça se finisse de la même manière. En tout cas, pour le moment, c'est une défaite du Paris Saint-Germain qu'il faut commenter. 2-1 pour le Sporting, voici les compositions qui étaient alignées. Chevalier coupable sur le deuxième but, c'est terrible. Zabarni qui a fait une entrée qui nous montre une nouvelle fois que face à des ailiers rapides, il souffre. Doué a progressivement transformé son match de bon à agaçant et de manière générale, ça a beaucoup gâché. Alors on attendait évidemment Ousmane Dembélé comme le sauveur. Il avait été très en forme lors du dernier match parisien et là, j'ai envie de commenter son match comme celui d'un jeune joueur. En fait, c'est un jeune joueur qui est plein de bonne volonté, qui va faire les efforts, qui va dézonner, qui va chercher à arranger ses coéquipiers. Et franchement, c'est exemplaire dans l'attitude. Le problème, c'est qu'Ousmane Dembélé, c'est pas un jeune joueur, c'est le ballon d'or en titre. Il est censé faire les différences au cours de ses rencontres. Et quand il s'agissait de conclure les actions, de marquer des buts, de pas être hors jeu, finalement, on a revu un petit peu le Dembélé d'avant sa période faste, riche en buts, et ça a un petit peu symbolisé l'inefficacité du PSG. Je pourrais également parler de Barcola qui a été titularisé pour titiller un petit peu Kvaratskhelia, mais on peut pas dire que ça a été une grande réussite, très loin de là. Les statistiques de la rencontre sont assez hallucinantes. Le Paris Saint-Germain a eu 28 tirs à 10, 75% de possession, une domination sans pareil, mais dominer n'est pas gagné. Et pourtant, en termes de buts attendus comme de grosses occasions réelles, ça s'équilibre. Luis Enrique était un peu dégoûté à la fin de la rencontre, mais j'ai envie de dire que c'est un problème du Paris Saint-Germain qu'il a beaucoup connu l'année dernière. Donc au final, c'est bien beau d'être dégoûté, mais il va falloir trouver des solutions. Si on regarde le classement de cette Ligue des Champions, eh bien attention à pas sortir du top 8 pour le Paris Saint-Germain. L'Atalanta, l'Atlético, Liverpool, Newcastle, Chelsea ou encore Barcelone peuvent revenir à égalité de points, même si en goal average, t'as seulement Newcastle qui devrait t'inquiéter. Et justement, Newcastle, tu les affrontes au cours du prochain match de Ligue des Champions. Donc au moins, on peut dire que le Paris Saint-Germain a son destin entre les mains, mais ça pourrait vite passer par la case barrage alors que tout débutait fort bien. Un doublé de Gabriel Jesus en 2026, j'ai l'impression qu'il revient d'entre les morts, on peut dire qu'il porte donc bien son nom, mais en tout cas c'est une victoire 3-1 pour Arsenal du côté du champion d'Italie. C'est une très belle performance qui confirme que les Gunners sont dans une forme absolument exceptionnelle en Ligue des Champions, ils sont seuls en haut, on y reviendra, mais en tout cas pour le match, voici les compos qui étaient alignés, sans originalité l'homme du match c'est Gabriel Jesus pour moi, ça a réveillé Gyökeres qui a marqué en entrant, et en dehors de ça, peu de noms qui ressortent chez les Gunners, pas parce que les autres noms ont fait un match décevant, mais parce que tout le monde a été relativement au niveau. Il n'y a pas une tête qui sort particulièrement du lot, mais tu sens la maîtrise d'Arteta et le fait que cette équipe d'Arsenal, elle arrive à un niveau collectif qui est fort intéressant. Du côté de l'Inter, je me suis noté le nom de Susic qui a eu son très bon match récompensé par un but, mais même au-delà de ça, il a été intéressant. Le pressing étouffant des Gunners, notamment au début de match, a fait mal à l'Inter. Ça a empêché certains de leurs éléments de s'exprimer, mais j'ai quand même trouvé que ce contexte n'excusait pas le match de Lautaro Martinez. T'attends l'Argentin dans des grandes rencontres comme ça et il n'a pas franchement été au rendez-vous. Alors ça a quand même été un match assez équilibré où l'Inter a donné de nombreuses sueurs froides à Arsenal. Sur les statistiques de la rencontre, on voit que c'est plutôt équilibré, même si Arsenal mérite évidemment sa victoire. Il n'y a pas de contestation là-dessus et même si le but vient de la première mi-temps, la seconde a été paradoxalement plus
plus dangereuse à mon goût pour les Italiens qui ont eu quelques temps forts où ils ont pas mal poussé, au risque parfois de se déséquilibrer d'ailleurs. Alors quelles conséquences au classement de la Ligue des Champions? Comme je disais, Arsenal est seul sur le toit du monde, franchement c'est absolument exemplaire. Du côté de l'Inter, tu sors du top 8 après 3 défaites consécutives, derrière des équipes ont des matchs de retard et vont te faire potentiellement reculer au classement, donc il faut faire attention à ça. Éloignez les enfants de l'écran, nous avons parlé d'un événement sordide. Hier soir, 11 Madrilènes ont complètement massacré 11 Monégasques. C'était des scènes d'une violence inouïe, à tel point qu'un Monégasque a pris peur, a rejoint le camp des Madrilènes. Je parle évidemment de Thilo Kehrer qui a joué contre les siens. Alors évidemment, j'en parle en rigolant, mais ce 6-1 du Real Madrid face à Monaco, c'est une dinguerie absolue. Oui, le Real Madrid est une grande équipe qui peut distribuer des fessées, mais en face, on parle de Monaco. C'est pas un petit club français qui se retrouverait là par hasard. Monaco, c'est un grand club qui a un ADN européen et des 6-1 dans leur histoire, ils en ont quand même pas pris beaucoup. Autant vous dire qu'en Ligue des Champions, c'est une humiliation absolument totale. Mais franchement, il n'y avait pas photo entre les deux équipes, c'était violent. Voici les compos qui étaient alignés. L'homme du match, selon moi, c'est Vinicius Junior. Double passeur, buteur, impliqué sur le CSC de Kehrer, ultra dominant au dribble. On peut dire qu'il sort un match référence, tout simplement. Il faut applaudir le Brésilien. C'est un peu en dents de scie, mais là, franchement, c'est juste parfait. Mastantuono tient également un match référence. Il est buteur, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est sa capacité à très bien s'incorporer au jeu. Et puis Kylian Mbappé, il revient dans l'11 de départ pour mettre un petit doublé. Est-ce qu'on s'arrêterait pas 2 secondes pour regarder les statistiques hallucinantes du Français cette saison? C'est 32 buts en 27 matchs et en Ligue des Champions, c'est 11 buts en 6 matchs, excusez-moi du peu. Alors on connaît les failles défensives de l'AS Monaco, mais alors face au Real Madrid, ça a été exacerbé. Le Real avait 2 cartes spéciales dans sa manche à en faire pâlir un joueur de Yu-Gi-Oh! La première, c'est celle de l'efficacité, où ça a été quand même drôlement tranchant, et puis la seconde, c'est ta capacité à dribbler les adversaires, à leur faire perdre la tête. C'était plutôt équilibré en termes de possession, mais alors tu as eu des phases de transition où tu sentais la volonté d'abattre l'ennemi et où ça a fait extrêmement mal à l'équipe française. Sur les statistiques, il y a néanmoins un point que je trouve relativement intéressant, c'est que vous le voyez, l'AS Monaco s'est quand même procuré 1,41 buts attendus. L'AS Monaco s'est quand même procuré 20 tirs. L'AS Monaco a quand même eu des occasions face au Real Madrid. Pourquoi? Eh bien parce que dans ce match où le Real a fait une démonstration de force, Asensio et Huijsen, ça reste un sujet pour moi. Et ce Real Madrid, il n'a pas été impérial défensivement. Alors évidemment, il a fait très mal, mais à noter et à surveiller pour la suite. Le classement général de Ligue des Champions, Real Madrid qui est en 2e position, qui n'a pas un parcours parfait, mais finalement à part Arsenal, personne là, donc ils sont tranquilles. Et désolé, c'est très dézoomé, mais la faute à Monaco. Monaco, il va falloir qu'il s'accroche pour rester dans les barragistes, mais on peut s'inquiéter un petit peu pour eux vu la forme du moment. Duel de sources foireuses dans le football. Selon Marca, Kangin Lee est extrêmement intéressé par une aventure à l'étranger et on parle de l'Atlético Madrid, mais selon le Parisien, c'est l'inverse et il se verrait bien rester au PSG. Alors est-ce qu'il prolongera ou pas? En tout cas, il n'y a pas d'urgence pour le joueur sud-coréen. Il est engagé jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain. Je rappelle qu'il avait été recruté en 2023 pour 22 millions d'euros. Il est aujourd'hui estimé à 25 millions d'euros. C'est un très bon recrutement avec le recul. C'est un joueur qui a trouvé sa place dans l'effectif parisien. Depuis qu'il est arrivé à Paris, il joue beaucoup et même cette saison, c'est assez intéressant. Il y a sa récente blessure, mais en dehors de ça, il passe plus de temps sur le terrain que sur le banc. Sa polyvalence est appréciée par Luis Enrique et son rendement est bon. Alors évidemment, je le vois pas suffisamment bon pour challenger une place de titulaire, mais on peut dire que dans une équipe comme le PSG qui joue beaucoup de compétitions, même si désormais tu as la Coupe de France en moins, c'est le genre de mec que tu as besoin d'avoir dans l'effectif. Alors est-ce que Paris doit le céder? Est-ce que Paris doit le garder? Est-ce qu'il faut faire une plus-value en le revendant? Il y a un sujet qui est central pour moi, c'est le salaire de Kangin Lee. Quand on regarde la grille salariale du Paris Saint-Germain, il émarge quand même relativement haut. Le Sud-Coréen, il est à un salaire de 7,27 millions d'euros. D'ailleurs, je suis persuadé que les rumeurs qu'il envoie à l'Atlético Madrid ne donneront pas lieu à un salaire augmenté. Je vois pas l'Atlético offrir 10 millions d'euros à Kangin Lee et pour moi le sujet il est là. C'est un joueur qui est utile dans l'effectif parisien, c'est un joueur qui fait sens dans l'effectif parisien, c'est un joueur que j'aimerais bien voir rester à Paris, je trouve que ça ferait sens. Mais s'il demande une trop grosse augmentation, ça ferait pour le coup beaucoup moins sens et ce serait beaucoup moins intéressant.
Très gros coup de l'Olympique de Marseille qui va recruter Timber du côté de Feyenoord. Alors, il est en fin de contrat, il a un salaire annoncé relativement contenu et le transfert s'annonce également ridicule. 4,5 millions d'euros auxquels il faudrait ajouter des bonus mais qui sont annoncés comme relativement improbables. Tu vas chercher un joueur qui a une valeur marchande hallucinante à prix cassé. C'est les bons petits coups de Longoria du côté de Marseille, on commence à connaître ça. Alors oui, sa fin de contrat approche puisqu'elle est à l'été 2026. Mais on parle d'un joueur évalué à 25 millions d'euros. Je sais pas si on se rend compte, ça ferait un sacré coup pour l'effectif marseillais. Sacré coup COUP, hein, parce qu'il a un grand coup COUT, mais ce serait un gros coup de avoir dans ton effectif de le recruter à prix cassé. C'est un joueur qui a un milieu de terrain, mais à vocation plutôt offensive. Vous le voyez sur sa hitmap, il touche des ballons assez hauts sur le terrain. Et d'ailleurs, on a un graphique des boss de Datascout qui le compare à ses futurs coéquipiers, à savoir Højbjerg et Vermeuren. C'est un milieu qui est plus proche du but, plus dribbleur, qui apporte plus de verticalité, hein, je pense qu'on peut le dire dans l'ensemble, mais peut-être un peu moins travailleur et un peu moins un joueur de possession. Je trouve que c'est un profil qui est relativement complémentaire. Donc en fait, quand je regarde le cahier des charges du recrutement parfait, faut un mec que tu surpayes pas, bah là c'est une super affaire. Faut un mec qui est complémentaire à tes autres milieux, bah là je pense qu'on peut dire que c'est carrément le cas. Faut un mec qui a une cohérence entre son niveau et les exigences de l'Olympique de Marseille. Timber, c'est un joueur qui était notamment annoncé du côté de la Première Ligue, donc c'est pas rien d'aller le chercher. Donc franchement, félicitations Marseille, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que c'est pas le joueur que je connais le plus du circuit, je vais être honnête, mais en tout cas je suis enthousiasmé. Terminé pour le journal du jour cet après-midi, j'ai pas encore tranché pour le sujet, mais alors, fun fact, j'en avais déjà parlé, mais ça m'hallucine toujours. La vidéo d'Anaïs de hier était sur Marseille, et dès que je parle de Marseille de près ou de loin sur la chaîne principale, la vidéo flop, mais un truc hallucinant. Donc voilà, je vous partage juste ma réflexion là-dessus, mais je trouve ça chelou, hein. Je dois vraiment avoir une communauté de Parisiens, parce que Marseille, ça reste un club qui est hyper populaire, qui normalement attire beaucoup de curiosité, d'intérêt. Bon, en tout cas, ce sera pas Marseille pour cet après-midi, mais de toute façon, Marseille sera probablement le sujet d'ouverture du journal du jour de demain, vu le match de ce soir. Donc bref, rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut.